Bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi. Comme tous les 4e vendredis du mois, les féministes révolutionnaires vous parlent de lutte féministe. Les féministes révolutionnaires, c'est un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports sociaux, ils sont structurels. Pour nous, les différentes discriminations que l'on subit au quotidien ne sont pas des faits isolés, mais le reflet d'un système. Pour mettre fin à la domination et à l'exploitation, c'est donc tout le système qu'il faut changer. Et changer radicalement tout un système pour mettre fin à la domination, ça porte un nom, ça s'appelle la révolution. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. Aux féministes révolutionnaires, on organise des moments d'échange et de formation, on publie un journal, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleuses et des travailleurs et plus largement toutes les luttes qui participent à construire une société plus juste. Ce soir, on discute des liens entre féminisme, révolution et prison, puisque cette émission sera centrée sur la lutte anticarcérale. Je suis Anouk et je vais animer cette émission. À mes côtés, Milo. Bonjour, bonsoir. Qui interviendra pour présenter les enjeux des luttes anticarcérales et leur croisement avec le féminisme. Puis nous recevrons Cory. Bonsoir. Un journaliste indépendant spécialisé sur le monde carcéral qui répondra à quelques-unes de nos questions. Et en toute fin d'émission, on s'éloignera un peu de la question anticarcérale pour réintroduire de la poésie dans nos luttes, avec une chronique de notre camarade Laurine sur la poétesse britannique Renée Vivien. C'est bientôt Halloween, et Laurine nous parlera de figures féminines monstrueuses en poésie. Mais venons-en au sujet central de l'émission, la prison. Milo, c'est à toi. Pour commencer, quelques chiffres afin de mieux cerner le milieu carcéral en France. Actuellement, 33% des personnes suivies par la justice sont incarcérées. Les autres bénéficient de peines alternatives à la détention ou d'aménagement de peine. Parmi les personnes incarcérées, un tiers des personnes ont été condamnées à moins de 1 an d'emprisonnement. Et toujours parmi ces personnes incarcérées, 2 tiers des détenus se trouvent en maison d'arrêt, c'est-à-dire des établissements destinés aux petites peines et aux personnes qui sont en attente de jugement. En maison d'arrêt, les détenus sont 2 ou 3 dans des cellules de 7 à 9 mètres carrés. En effet, la surpopulation est la norme dans les prisons françaises. En moyenne, les maisons d'arrêt sont surpeuplées à 128%. Pour autant, les moyens humains, matériels et financiers des établissements pénitentiaires sont encore déterminés par leur capacité d'accueil théorique et non par leur taux réel d'occupation. Cela est l'origine de nombreux dysfonctionnements. Face à ces dysfonctionnements et d'autres biais du système carcéral que nous développerons ensuite, l'anticarcéralité ou anticarcéralisme est un mouvement qui se développe depuis les années 1970. Il réunit des militants, des détenus et des familles de détenus et affirme qu'il est nécessaire, à long terme, d'abolir les prisons et les organes de répression. À court terme, il s'agit d'exiger l'amélioration considérable des conditions de vie des personnes détenues. Il s'agit d'un mouvement qui a pris de l'ampleur dans certaines organisations féministes ces dernières années, en réaction à la montée en puissance de ce que certaines et certains sociologues et politologues appellent le populisme pénal. Le populisme pénal, c'est la mise en place de politiques carcérales et répressives dans le but de satisfaire un électorat plutôt que dans un réel souci de la régulation de la criminalité. Selon les sociologues Alexandre Odès et Joanne Martel, le populisme pénal se caractérise par 3 aspects principaux. L'importance de la volonté populaire, une posture anti-élitiste et une instrumentalisation de la victime. Depuis le mouvement MeToo, on observe ainsi une recrudescence des discours qui défendent des politiques répressives à l'égard des auteurs de violences sexuelles et sexistes. Pour une partie des responsables politiques, de l'opinion publique et aussi pour certains mouvements féministes, il suffirait de jeter les violeurs en prison pour régler le problème des violences. Face à ces discours, nous tenions à rappeler nos positions anticarcérales. En tant que féministes révolutionnaires, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces récupérations. La répression n'est pas automatiquement synonyme de protection des victimes, surtout quand elle fonctionne de façon sélective, quand elle criminalise et ostracise tout particulièrement les personnes pauvres et ou racisées. Il semble donc important de rappeler certains éléments démontrant la nécessité d'abolir le système carcéral. Tout d'abord, la prison est un lieu de reproduction des inégalités de classe et de race. Pour saisir cette reproduction des inégalités, il faut comprendre la relation entre le système police, justice, prison, soit les 3 organes principaux de répression et de maintien de l'ordre. Dans un premier temps, il y a la police, qui surveille. Elle ne surveille pas n'importe qui, et sera plus présente en Seine-Saint-Denis que dans le 16e arrondissement de Paris. Ceci non pas parce que le taux de criminalité y est plus élevé, mais bien parce que les forces de l'ordre suivent des logiques racistes et stéréotypées dans la répression des délits.
Ces stéréotypes conduisent notamment à des délits de faciès lors des contrôles de police, où se remarque une tendance plus importante à relever l'identité des personnes non blanches. Alors que la délinquance existe dans toutes les classes sociales, ce sont les populations les plus contrôlées qui vont se retrouver le plus souvent devant la justice. Avant d'arriver à la case prison, il y a souvent un procès. Et pour gagner ce procès, il faut être bien défendu, idéalement par un ou plusieurs avocats, pour lesquels on paye. Savoir présenter devant une cour une apparence et un comportement socialement acceptable est aussi un aspect important. Et à ce jeu-là, on n'est pas tous égaux. C'est pourquoi on aura plus tendance à retrouver des personnes pauvres et ou non blanches en détention. Non seulement il s'agit de celles qu'on surveille le plus, mais il s'agit aussi de celles qui ont moins de moyens pour se défendre. En 1985, le démographe Bruno Aubusson de Cave-Varlet a construit un tableau qui fait état de la sanction pénale encourue en fonction du statut social, à partir des données des prisons. On constate alors qu'en 1978, 49% des condamnations prononcées à l'encontre des personnes sans emploi étaient de la prison ferme, alors que cette condamnation concernait seulement 4,6% des cadres, ces derniers étant en effet plus souvent assujettis à de simples amendes. Ce qui permet au sociologue Philippe Combessy la formulation suivante. À l'aube des années 80, l'amende était bourgeoise, la prison ferme prolétaire ou sous-prolétaire. Les populations les plus emprisonnées sont donc celles qui, à l'extérieur de la prison, sont les moins bien insérées sur le marché du travail traditionnel. Et après une première condamnation synonyme de création d'un casier judiciaire, la recherche d'un emploi n'en est que plus compliquée. Cette marginalisation des détenus à leur sortie de prison, pas assez préparée par les services de réhabilitation et de probation eux aussi surchargés, explique en partie les cas de récidive. Vous l'aurez sans doute remarqué, le populisme pénal permet au gouvernement Macron de se donner des allures de grands progressistes. Entre le Grenelle contre les violences conjugales et la loi anti-harcèlement de rue, on serait presque tenté de croire à longue de choc MeToo, qui aurait fait des vagues jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et pourtant, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est accusé de viol. Il a bénéficié d'un non-lieu en juin dernier, dans le cadre de l'affaire qui le vise. Les mobilisations féministes ne cessent d'exiger la démission ou le renvoi de Darmanin, mais Macron et les autres ministres savent se montrer solidaires envers leurs collègues. Il semblerait que le harcèlement sexuel soit punissable quand il se produit dans la rue, mais permis dès lors que son auteur porte une cravate et travaille dans un cabinet ministériel. Tout ça pour dire, la justice et la prison constituent bel et bien un système profondément inégalitaire en termes de classe et de race. Si ce n'était pas le cas, peut-être que Darmanin serait en prison. Mais la prison, ce n'est pas que ça. C'est également un dispositif inefficace. Effectivement, Milo, le système carcéral est aussi incapable d'enrayer la récidive. Le taux de récidive des sortants de détention est très élevé. Ils sont 72% à se voir inscrire une nouvelle mention à leur casier judiciaire dans les 5 années qui suivent la fin de leur peine, contre seulement 42% des personnes placées sous bracelet électronique, par exemple. La prison ne peut donc s'affirmer comme un lieu de réinsertion. D'ailleurs, seulement 3% des détenus ont accès à une formation ou à l'emploi, et les files d'attente pour accéder aux soins et aux activités sont longues de plusieurs mois. Au-delà du manque de réinsertion, la prison est aussi un endroit qui abîme. On estime à 8/10 la proportion de détenus qui sont atteints de troubles psychiatriques, dont une partie d'entre eux sont directement causés ou exacerbés par la détention. Parce que le système carcéral, c'est un endroit où les droits et la dignité humaine ne sont pas respectés, ce qui est évidemment un frein à la réinsertion des personnes incarcérées. D'abord, les personnes détenues sont soumises à des conditions de détention absolument indignes et à des traitements dégradants. La France a été dénoncée à plusieurs reprises pour les conditions de vie au sein de ces établissements pénitentiaires. En janvier 2020 notamment, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour l'indignité des conditions de vie dans ces prisons. Les personnes détenues sont aussi souvent victimes de violences. C'est ce que pointe le rapport Violence carcérale en question, qui date de 2005, et qui démontrait que la principale source de cette violence contre les détenus, ce n'était pas la potentielle dangerosité des personnes incarcérées, mais bien la structuration sécuritaire de l'institution pénitentiaire, et aussi l'allongement des peines et l'évolution répressive des politiques pénales. Ces nombreux points démontrent donc l'inefficacité du système carcéral, et ils ont tous la même cause, c'est la surpopulation carcérale, qui, pour le rappeler, s'élève à 128% en 2021 dans les maisons d'arrêt françaises.
Pour prendre le temps de digérer tous ces chiffres, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer à parler des questions anticarcérales. C'était You've Got Time de Regina Spektor, le générique de Orange is the New Black. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires pour notre émission sur l'anticarcéralité. Depuis le début de la discussion, on a vu que la prison était un dispositif inefficace qui exacerbe les inégalités de classe et de race. On va maintenant répondre à un nouvel argument que les grands fans de la prison et de la répression nous ressortent régulièrement. La prison protégerait les femmes, notamment quand on enferme les auteurs de violences sexuelles et sexistes. Alors non, en réalité, la prison ne protège pas les femmes. L'idée selon laquelle nous pourrions limiter les violences sexuelles et sexistes en prononçant des peines plus sévères et en incarcérant le plus souvent et plus longtemps les agresseurs repose sur l'hypothèse fausse que la menace punitive aurait un effet dissuasif. Par ailleurs, on peut constater que le système judiciaire et carcéral, aussi sévère soit-il, est défaillant pour ce qui est d'assurer la protection des femmes. Le nombre de femmes qui portent plainte est minime. On estime qu'un quart seulement des agressions sont signalées. Cela peut notamment s'expliquer par les preuves que représente le dépôt de plainte pour la majorité d'entre nous. Seulement 20% des victimes de violences qui se rendent au commissariat sont satisfaites de la réception de leur plainte. Plusieurs phénomènes expliquent ce chiffre. La culpabilisation des victimes, la minimisation des faits, voire dans certains cas, le refus de l'enregistrement de la plainte, ce qui est par ailleurs complètement illégal. De plus, une proportion considérable de femmes ne sont pas protégées à la suite d'un signalement.
Selon le rapport sur les homicides conjugaux et tentatives d'homicide commis en 2015 et 2016, 80% des plaintes de violences conjugales sont classées sans suite. Et d'après l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple menée par le ministère de l'Intérieur, 67% des femmes victimes d'homicides en France en 2020 avaient déposé une plainte antérieure. La réponse carcérale aux violences sexuelles et sexistes est d'autant moins pertinente qu'elle ne s'attaque qu'aux symptômes du problème. Punir les violences quand elles se sont produites ne peut pas suffire. Il faut s'attaquer aux causes des violences et développer des politiques de prévention efficaces. Jeter un violeur en prison, ça ne change rien au système de domination dont sont victimes les femmes. Jeter un violeur en prison, ça n'annule pas le viol qui a été commis. La prison n'est donc pas une réponse aux violences genrées. Et enfin, s'il fallait un autre argument pour demander l'abolition du système carcéral, c'est qu'en plus de reproduire les inégalités de classe et de race, il reproduit aussi les inégalités de genre. Les femmes incarcérées le sont souvent à cause de violences systémiques qu'elles subissent à l'extérieur de la prison. Ce sont des femmes qui ont, pour une majorité d'entre elles, subi des violences sexuelles et des violences tout court au sein de leur famille. Elles sont également nombreuses à avoir pour victime un homme qui a été leur agresseur, ou à avoir pour co-auteur un homme. Par ailleurs, en raison du petit nombre de femmes détenues, en France, il n'existe qu'un petit nombre d'établissements pénitentiaires pourvus de quartiers à destination des femmes. Les femmes qui sont incarcérées sont donc très souvent envoyées loin de chez elles et souffrent d'isolement et de ne pas recevoir le soutien de leur famille. La détention est aussi rarement adaptée aux femmes. Elles subissent notamment la précarité menstruelle et rencontrent de vraies difficultés d'accès à des serviettes hygiéniques et à des protections hygiéniques. Elles n'en reçoivent que 4 de mauvaise qualité à leur arrivée et elles peuvent mettre parfois plusieurs semaines à pouvoir en acheter d'autres. La prison, c'est également une institution qui assoit et qui reproduit les normes de genre. Pour la plupart des infractions, les femmes semblent moins sévèrement punies que les hommes. Elles sont considérées comme influencées par un éventuel co-auteur ou comme étant plus réinsérables grâce à leur comportement supposément plus doux et plus docile. Mais à l'intérieur de la prison, elles sont discriminées lorsqu'elles commettent des infractions qui vont à l'opposé de ce qu'on attend d'elles et de ce qu'on attend de leur rôle supposément féminin. C'est le cas par exemple pour les violences qui sont commises sur les enfants ou pour les femmes autrices de violences présentées comme particulièrement monstrueuses. Enfin, le système carcéral repose sur l'exploitation de la force de travail des femmes pour fonctionner. En effet, les femmes sont le principal soutien des personnes détenues. Ce sont en majorité les mères, les conjointes et les sœurs qui se rendent au parloir des établissements, situés parfois loin de chez elles. Ce sont elles qui apportent le linge à leurs proches. Ce sont elles qui effectuent un travail de soutien émotionnel, notamment par courrier et par téléphone. Ce sont elles aussi qui leur envoient de l'argent, alors même qu'elles ont pu voir leurs ressources amputées par l'incarcération d'un membre de leur famille. Pour toutes ces raisons, nous défendons donc un féminisme anticarcéral. En effet, dans ce qui est appelé la chaîne pénale, c'est-à-dire le processus qui comprend l'arrestation, les pratiques des entreprises de sécurité privée, celles des forces de l'ordre, celles des magistrats et celles des juges, opère un tri à chaque maillon. Dans ce tri, il sera plus déterminant d'être un homme, jeune, pauvre, racisé, dans une situation familiale et financière instable, pour finir en détention. Pour autant, faire partie d'une minorité en prison, qu'on soit une femme, une personne âgée ou une personne transgenre, n'est pas non plus une meilleure chose. Pourquoi ? Parce que les moyens consacrés sont adaptés aux groupes majoritaires. Le système pénal et carcéral est donc à la fois capitaliste, sexiste, raciste, inefficace et ne respecte pas la dignité des personnes détenues. Il existe des alternatives à cette justice punitive et au système carcéral. Cela fera peut-être l'objet d'une prochaine émission parce qu'on pourrait en parler des heures. Parmi ces solutions, celle qui fait l'objet du plus grand nombre de travaux est la justice transformatrice. C'est une alternative au système judiciaire punitif que l'on connaît. Elle a pour ambition d'apporter une réponse aux infractions à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, c'est-à-dire d'à la fois réparer l'infraction auprès des victimes et en même temps transformer l'environnement social et les liens sociaux autour du coupable pour modifier les structures sociales qui ont permis le passage à l'acte. Et c'est sur cette conclusion provisoire qu'on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invité pour quelques questions sur des aspects plus précis de la vie en détention. Yeah, yeah, yeah.
Tu sens tes larmes et de la sueur, tes armes et de la peur. L'État nous baisse et c'est normal. Dans le rang des élus violeurs, ils ont le genou à terre. Et c'est pas de mon temps, mariage. Regarde bien ma couleur de peau. Tu sais très bien qu'entre nous, pas de l'envers. Fuck les cops, fuck les cops. Fuck les cops, ouais, les commissaires avaient raison. Fuck les cops, si t'es un snitch, toi aussi. Prévenez tous les gangs s'il y a du ouais dans la vie. On en a bougé bélier comme gyrophare. Nos destins dans leurs mains, ils se prennent pour Jéhovah. Ils sont armés, ils jouent au Balmain toute l'année. Ils sont fâchés quand on a tant tonnes de billets verts. Mais les germaines courantes, jamais rien qui bouge. Tout au fond de leur conscience, des milliers de cadavres enterrés. Fuck les cops, fuck les cops. Fuck les cops, ouais, les commissaires avaient raison. Fuck les cops, si t'es un snitch, toi aussi. Prévenez tous les gangs s'il y a du ouais dans la vie. Je rêve d'un autre monde, loin de ces cauchemars-là. Idées noires vagabondes, très tard le soir. Je rêve d'un autre monde, loin de ces cauchemars-là. Idées noires vagabondes, très tard le soir. Fuck les cops, fuck les cops. Fuck les cops, ouais, les commissaires avaient raison. Fuck les cops, si t'es un snitch, toi aussi. Prévenez tous les gangs s'il y a du ouais dans la ville. Fuck les C'était Fuck les Cops de To Die For et Meryl. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires pour notre émission sur l'anticarcéralité. On se retrouve avec notre invitée Cory. Bonsoir Cory. Bonsoir Anouk. Tu es journaliste indépendant spécialisé sur les questions liées au monde carcéral. Absolument. Et je tenais à te remercier au nom de toutes les camarades des féministes révolutionnaires pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous toutes. Qu'as-tu pensé de notre petit plaidoyer anticarcéral ? Plutôt bien. Je trouve que c'est vrai qu'on parle rarement d'abolitionnisme carcéral et c'est important. Et souvent, la première chose quand on en parle dans son cercle proche, il y a toujours des gens évidemment qui sont contre. La première question qu'on nous pose, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire des meurtriers et des violeurs ? Comme s'il n'y avait que ça en prison. Moi, j'ai envie de dire, pour répondre, souvent ce que je réponds, c'est que quand on a fait l'abolition de la peine de mort en 81 en France, la majorité des gens étaient contre. Et on l'a pourtant aboli. Quand il y a eu l'abolitionnisme de l'esclavage, il y avait énormément de gens qui étaient contre. Et pourtant, ceux qui étaient abolitionnistes ont réussi ces schémas d'abolition. Donc c'est garder le cap, c'est important, et le plus on en parle, mieux c'est. Et je voulais juste revenir sur les précarités menstruelles, notamment sur les protections hygiéniques, puisqu'en fait depuis septembre 2020, la direction de l'administration pénitentiaire a mis en place une circulaire qui oblige les établissements qui reçoivent des femmes détenues à proposer gratuitement des protections hygiéniques. Et moi, pour visiter des établissements carcéraux assez régulièrement, et notamment des quartiers de femmes, effectivement, c'est bien suivi, c'est bien mis en place. Donc, évidemment, c'est des protections hygiéniques de premier prix. Elles ont toujours la possibilité d'acheter à l'intérieur des prisons ce qu'on appelle des cantines, des produits de meilleure qualité si elles le souhaitent. C'est une bonne information, et c'est une information qu'on n'avait pas, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les femmes incarcérées. Pour commencer cette discussion avec toi, on voulait parler plus précisément du travail en prison. C'est un angle qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à maintenant. Et donc, on aimerait que tu nous éclaires et que tu éclaires nos auditrices et auditeurs sur le fait qu'effectivement, les détenus peuvent travailler en prison. Mais de quel type de travail on parle ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et pour qui ils travaillent, les détenus Alors, en prison ? c'est beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre
le plus rapidement possible, enfin le plus concis possible, le plus éclairant. Il y a 2 types de boulot en détention, ce qu'on appelle le service général. Donc c'est l'administration pénitentiaire qui paye les détenus. Ouais. Donc le service général, c'est des auxiliaires, ce qu'on appelle des auxiliaires qui vont nettoyer par exemple les parties communes. Ça peut être des peintres, ça peut être des plombiers, ça peut être des gens des détenus qui vont en fait nettoyer ce qu'on appelle l'extérieur des bâtiments, mais dans l'enceinte pénitentiaire. Ça peut être des auxi-sports qui vont aider à porter le matériel de sport du moniteur de sport. Ça peut être des oxy-cantines, ceux qui distribuent les cantines, les oxy aussi qui distribuent les repas, parce que généralement, en France, très généralement, même très souvent, 99% du temps, c'est pas de réfectoire comme on peut voir dans les séries américaines, mais le repas qui est distribué à 11h30 le matin et à 17h30 le soir, comme à l'hôpital, eh bien, sont distribués par les détenus sur un chariot et les cellules sont ouvertes à chaque fois. Donc, les détenus distribués, puis les oxy-cantines aussi, bien sûr, et puis d'autres petits métiers, les oxy-bibliothécaires. Et donc, ça, c'est des services, ce qu'on appelle le SG, le service général, c'est à peu près 250 € par mois, pour un travail en 35 heures. Et ensuite, il y a les concessions. Donc, les concessionnaires, c'est les ateliers où c'est en fait des entreprises externes qui vont passer un contrat, un appel d'offres, qui vont répondre à un appel d'offres et donc ils vont passer un contrat avec l'administration pénitentiaire pour pouvoir intervenir en détention. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les ateliers. Ça va être par exemple moi, ce que j'ai vu la dernière fois, je ne peux pas dire le nom de la société parce que j'ai pas envie aussi, le problème qu'elles se disent « Ah là là, on a donné mon nom, donc je vais partir ». Si on peut laisser le peu de boulot qu'ont les détenus pour qu'ils travaillent, c'est important. Et en fait, c'était même pas une société en fait. Enfin, la société, en l'occurrence, elle avait répondu à l'appel d'offres, etc. Mais c'était une institution de haut nom qui demandait à ce que les détenus en fait collent des feuilles entre elles pour faire un espèce de petit carnet qui serait en plus derrière distribué aux citoyennes, aux citoyens. Voilà. Donc, et ça, c'est payé en fait. Alors. On y reviendra, je pense, parce qu'il y a une évolution sur la loi à la fin de 2021, en décembre 2021, qui a vu le jour début mai 2022. Et en fait, cette évolution de la loi, il faut savoir que le travail, il y a toujours une dérogation du droit du travail à l'administration pénitentiaire. Et là, j'ai visité une prison aussi fin août dans le sud de la France, où l'un des gradés me dit si l'inspection du travail passe dans nos ateliers, on fait fermer les ateliers. Parce que les ateliers ne sont pas aux normes pour recevoir du public, entre guillemets, salarié. Je dis bien salarié. Mais voilà, c'est très minime. Mais en général, les salaires ne dépassent pas les 300 € en général. Okay. Alors ensuite, ça, je parle de maisons d'arrêt. Ensuite, dans les centres de détention. Donc les centres de détention, c'est les centres pour peine. Donc au-delà de... Non, il faut être condamné. C'est un encellulement individuel. Donc on ne parle pas de surpopulation dans ces établissements-là, uniquement en maison d'arrêt. Et là, pour le coup, ils ont des formations donc, de travail plus longues et ils ont parfois un vrai emploi, si je peux dire comme ça. Notamment, il y a des gens qui deviennent archivistes pour l'Institut national des archives, donc l'INA, et là, ils sont payés au SMIC. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des établissements, mais sur 179 établissements pénitentiaires, 86 sont des maisons d'arrêt, donc la très grande majorité, et c'est là où il y a les vrais dysfonctionnements. Et justement, dans ces maisons d'arrêt-là, donc avec les 2 types de travail dont tu viens de nous parler, est-ce que le travail des détenus est encadré par des contrats de travail ? Est-ce que leurs droits de travailleurs et de travailleuses sont encadrés, protégés ? Est-ce qu'ils existent ? Alors, avant la loi qui est passée donc, sous Dupond-Moretti en décembre 2021, avant que la loi soit votée, il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de CDI, de CDD ou de contrat d'intérim, comme on peut nous le connaître ici, en dehors des murs. Il y avait un engagement, en fait, un engagement pénitentiaire. Donc ça s'appelait comme ça, et le détenu, en fait, signait une espèce de document, une feuille simple, qui disait voilà, il fallait respecter un certain nombre de règles, et que le détenu ou la détenue était payé à tel pourcentage ou à tel du SMIC. Voilà, c'était généralement ça, c'était 20% du SMIC. Maintenant, depuis la loi, la réforme, c'est ce qu'on appelle un CEP, un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne règle pas beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'il y a encore des difficultés, notamment si une personne tombe malade, elle a des chances de perdre son emploi. Il n'y a pas d'arrêt de travail, ça n'existe pas. Donc ça reste très précaire. Et évidemment, de façon très discrétionnaire, l'administration pénitentiaire peut décider d'enlever le travail à une personne qui en bénéficie, je ne sais pas, depuis 2 mois, 3 mois par exemple.
Et en termes de cotisation, est-ce que ce travail et ce salaire donnent le droit aux détenus de cotiser pour leur retraite, par exemple ? Alors oui, ça donne le droit effectivement de cotiser pour la retraite au prorata de ce qu'ils gagnent, et ça donne le droit aussi, ça va vous surprendre peut-être, de cotiser pour le compte, le CPF, le compte professionnel, c'est ça, professionnel de formation, je crois, c'est ça, ou pro de formation, enfin quelque chose comme ça. Donc pour ensuite se former une fois à l'extérieur. Donc il y a 2 cotisations possibles. Ok. Et donc tu nous as parlé effectivement de cette loi de décembre 2021 qui donc modifie le cadre légal du travail en détention. Donc effectivement, comme tu nous l'as dit, c'est une loi qui veut rapprocher le travail en prison du droit du travail commun. Mais est-ce que tu penses que cette réforme va suffire à répondre aux problématiques posées par le travail en prison ? Non. Est-ce que tu penses que c'est des dispositifs suffisants ou pas, et pourquoi ? J'ai déjà spoilé, mais en fait... Mais tu peux développer. Pas énormément. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un contrat qui est signé de façon complètement arbitraire. C'est-à-dire que c'est, comme dans beaucoup d'administrations françaises, le syndrome du petit chef. Donc il y a le chef de détention qui, en fonction des têtes des femmes détenues ou des hommes détenus, si ça lui revient, toi tu peux faire du travail, toi tu peux travailler, toi non. Donc c'est complètement discrétionnaire. C'est pas en fonction des capacités ou des compétences, mais c'est en fonction de, déjà aussi il y a des détenus qui ne peuvent pas travailler parce que physiquement ils n'ont pas cette capacité à travailler. Et aussi, par exemple, il y a des détenus d'office qui sont exclus du travail. Notamment les détenus condamnés pour terrorisme. Ils n'ont pas le droit aux réductions de peine ni de travailler quand ils sont placés en tout cas en maison d'arrêt. Donc il y a des détenus qui sont exclus de facto de par les faits pour lesquels ils ont été amenés à être incarcérés. Mais ça ne résout pas grand-chose parce que, comme je le disais juste avant, ceux qui sont victimes d'un accident, même du travail, et qui doivent rester en cellule pendant 2 semaines parce qu'il faut qu'ils se reposent, ils se rétablissent, ils peuvent perdre leur travail. Donc ça, c'est important de le savoir. Et en tout état de cause, il n'y a pas de période de préavis et il n'y a pas de prud'homme en détention. Non, on ne fait pas de recours devant les prud'hommes. Voilà. J'imagine. Et si on prolonge un peu cette question du travail, l'argent gagné, donc le salaire gagné par les détenus, est-ce qu'ils y ont accès ? Si oui, comment ? À quelle fin ? Comment ils peuvent l'utiliser ? Voilà. Il y a, quand les personnes sont placées sous écrou, c'est-à-dire dès qu'elles rentrent en prison, il y a un certain nombre de formalités qui sont faites, notamment de prendre ces objets de valeur, les cartes bancaires, l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent qui circule en prison, de numéraires physiques, de billets et de pièces, et de cartes bancaires. Chaque personne a un compte nominatif qui est ouvert au sein même de la prison, et qui est géré par les comptes nominatifs, donc un service compte nominatif. Dans chaque prison, il y a ça. Et ce compte bancaire-là, en fait, le détenu ou la détenue peut recevoir de l'argent de la famille par virement. Avant, c'était mandacage, maintenant, ça n'existe plus. Donc, ce sont les virements. Et si la personne travaille, effectivement, par exemple, si elle gagne 250 €, il y a une partie qui va être saisie, bloquée pour sa libération, de sorte à ce qu'elle ait au moins un minimum quand elle en sortira de prison. Il y a une autre partie qui va être bloquée pour ce qu'on appelle les parties civiles. Donc, s'il faut payer des amendes ou des choses comme ça, ou des parties civiles, si elles ont commis du tort et que le tribunal reconnaît des dommages et intérêts aux parties civiles, aux victimes. Et ensuite, l'autre partie disponible pour cantiner, pour faire des achats de confort en détention. Il faut savoir aussi qu'il faut louer la télé, il faut louer le frigo. Donc, il y a des choses qui ne sont pas gratuites en prison. Et souvent, c'est nécessaire de devoir aussi, par exemple, acheter des clopes, parce que y a des gens qui continuent à fumer, bien sûr. C'est pas un lieu de sevrage, la prison, loin de là. Tu as employé le mot cantiner. Est-ce que tu peux rapidement expliquer à nos auditeurs auditrices à quoi ça fait référence, cantiner ? Alors la cantine, quand on dit je vais cantiner, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va cantiner en détention, c'est quelqu'un qui va acheter en fait des produits. Chaque prison a un espèce de catalogue dans lequel on peut acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être du coca, ça peut être des clopes, ça peut être des pansements, chaque chose s'achète. Un peigne, un miroir, du gel pour les cheveux aussi quand la famille ou les proches ou la femme ou l'homme qui vient nous voir en prison. Donc c'est important de pouvoir cantiner un certain nombre de choses. Ça peut être aussi des magazines, ça peut être vraiment pas mal de choses. Il y a un catalogue. Chaque prison en fait est libre de mettre, le directeur ou la directrice d'établissement est libre d'y apposer les produits qu'ils souhaitent faire figurer, et les détenus peuvent acheter en fonction de leur disponibilité de leur pécule, donc de leur possibilité d'achat vis-à-vis de leur compte nominatif. Ok, merci. On va maintenant approfondir notre connaissance de la réalité de la prison. Milo a plusieurs questions à te poser sur le statut des personnes LGBTQIA+, en prison. Oui, déjà, ce serait de savoir si... est-ce que finalement, c'est si dur que ça
comment en fait finalement les personnes LGBT sont traitées par les co-détenus, puisqu'il y a beaucoup ce cliché de en fait elles sont victimes de violences au sein de des détenus, et en fait est-ce que ce serait pas finalement de savoir est-ce que c'est vraiment les détenus les réels responsables de cette violence, ou si c'est pas l'institution pénitentiaire en elle-même qui serait pas hétéronormative de fait et donc responsable aussi d'une certaine partie de ces violences. Déjà, il y a plusieurs choses à répondre. La première chose, c'est que la prison c'est un reflet de la société. Et donc, comme la société, vous avez des gens qui sont LGBT-phobes, comme les 4 membres du gouvernement actuel. Et donc, on a dans la prison, on va avoir évidemment des détenus et des membres d'administration pénitentiaire ou des agents, des surveillants qui vont être LGBT-phobes. Donc, c'est important de le dire. Néanmoins, il faut savoir que moi, pour visiter pas mal de prisons, lorsque je fais face à des détenus qui se disent ouvertement gays, lesbiennes ou bi, ou queer, et c'est important de dire, ou transgenre aussi bien sûr, c'est important de dire que souvent ils ou elles ne font pas état d'homophobie, lesbophobie, enfin LGBTophobie, je vais essayer d'être plus transversal, massive. Et au contraire, il y a plutôt, en tout cas de la part des autres détenus, une bienveillance importante. Ce qui est moins le cas des surveillants et des surveillantes. Il y a moins de bienveillance de la part des surveillantes et des surveillants. Ce qui est un peu dramatique, puisque c'est quand même des fonctionnaires qui représentent un service public, puisque la prison est un service public. Mais voilà, ça c'est un constat. Il y a aussi de l'homosexualité en ce qui concerne, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup plus d'hommes évidemment en détention que de femmes, puisque les femmes représentent 3,5%. C'est 2997 femmes incarcérées au 1er octobre 2022 sur 72 350 détenus à date. Voilà, comme ça j'ai donné les chiffres. Donc on va parler plutôt de l'aspect gay. Et effectivement, il y a beaucoup d'homosexualité de circonstance. C'est-à-dire que des hommes qui sont à l'extérieur des murs ne se revendiquent pas bi ou gay, plutôt hétéro, mais qui à l'intérieur des murs seront davantage gays. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi une bienveillance de la part des autres détenus, des détenus, et notamment sur la question des personnes, des détenus transgenres. Souvent, moi qui ai visité le quartier, il y a un quartier spécifique à la prison de Fleury-Mérogis, qui est la prison la plus peuplée, la plus grande prison d'Europe et la plus peuplée d'Europe aussi. On parle à peu près de plus de 3500 détenus, ce qui est énorme. Et il y a un quartier spécifique pour les détenus transgenres qui est au quartier, au bâtiment Détroit, tout en haut, 4e. Et je l'ai visité ce quartier-là, et à ce moment-là, il y avait 3 femmes détenues. Voilà, il y a beaucoup plus de femmes transgenres que d'hommes transgenres en détention. Et les 3 femmes m'ont fait état, effectivement, que les difficultés qu'elles avaient étaient de la part des surveillants de l'administration pénitentiaire. Une d'elles, d'ailleurs, avait été transférée de la prison de Grasse, dans le sud de la France, parce qu'un surveillant l'avait ploté allègrement. Voilà. Donc ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas cacher. Mais il y a aussi beaucoup de bienveillance. On peut évidemment en détention, par exemple, au sein de chaque infirmerie. Dans chaque prison, il y a une infirmerie. On peut tout à fait faire des dépistages aussi de MST. Donc c'est important de le dire, parce qu'on peut, même en prison, continuer à être une citoyenne et un citoyen où les droits de la santé sont un minimum respectés. Et il y a aussi, par exemple, des protections qui sont mises à disposition des détenus, donc des protections sexuelles. Voilà. Et justement, tu parlais donc du quartier réservé aux personnes transgenres de Fleury-Mérogis. Ça veut dire que l'institution carcérale reconnaît la transidentité ? Enfin, la prend en compte dans la gestion des détenus. Alors là, je ne sais pas si ma question est très claire, mais voilà, est-ce qu'il y a une prise en compte de la transidentité par les autorités pénitentiaires ? Un peu plus qu'avant, mais l'administration pénitentiaire, c'est une administration comme une autre. C'est-à-dire qu'elle est un peu bête et disciplinée. Donc l'administration pénitentiaire, elle, en fait, elle va regarder, quand une personne arrive en détention, elle va regarder ses papiers d'identité, mais elle va regarder le genre qui est inscrit sur le papier d'identité. Et même si, effectivement, une personne qui aurait initié un parcours de transition à l'extérieur et qui se revendique femme parce qu'elle se dit « je suis une femme », parce que voilà, c'est comme ça, je suis une femme, mais que sur les documents d'identité, il est inscrit la mention M de masculin, eh bien l'administration pénitentiaire, bête et disciplinée, va le mettre au quartier des hommes, ou à l'isolement chez les hommes. Donc à force, en voulant protéger ces personnes transgenres, l'administration pénitentiaire finalement les discrimine, parce qu'on les exclut au sein même de la prison d'être en collectivité et de faire des activités collectives.
Néanmoins, il y a des adaptations dans beaucoup d'établissements, de plus en plus. Et notamment, alors il faut savoir qu'il y a à peu près entre 25 et 35 détenus transgenres en détention actuellement, selon le ministère de la Justice et selon les associations LGBTQ+, il y a toujours beaucoup de... il y aurait à peu près 200 personnes transgenres en détention. On est l'un des pays où il y a le plus de détenus transgenres si on prend juste les chiffres de l'administration pénitentiaire. Donc déjà, on va juste prendre ce chiffre très bas, qui, moi, pour visiter des prisons, me semble très bas. Mais par exemple, j'ai visité il n'y a pas très longtemps la maison d'arrêt de Nantes. Là-bas, il y a une surveillante transgenre. Donc c'est la première en France. Donc c'est important aussi de le dire que de l'autre côté, ça existe. Et il y a donc une détenue transgenre qui n'a pas... qui a un parcours de transition qui n'a pas voulu, par exemple, procéder à la chirurgie. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais dont l'état civil, évidemment, a été changé. Et donc, l'administration a dit, alors quand il y a des fouilles, parce qu'il y a les fouilles à corps aussi, les fouilles à nu, pour des raisons de sécurité de temps en temps. Donc, du coup, ils se sont renseignés auprès du ministère de la Justice, au niveau du cabinet du ministre, parce qu'ils n'avaient pas la question, comment on fait pour... Parce qu'en détention femme, il n'y a que des femmes, il n'y a que des surveillantes femmes. Et donc, comment ça se passe pour ce cas de figure ? Et donc, l'administration a dit, pour ce qui est du bas, ce serait un surveillant homme qui va procéder à la fouille à nu, et pour le haut, ça sera une surveillante femme. Mais encore une fois, là, le respect n'est pas absolu, puisque du coup, la femme détenue qui est une femme, eh bien, n'est pas respectée dans son intégrité physique. Merci beaucoup pour ce point et ce focus très intéressant. On a un dernier thème à aborder avec toi. Je laisse Milo t'en parler. Oui, très récemment, il y a eu un crime qui a connu beaucoup d'écho dans la sphère médiatique et politique française également. Et donc, c'est ce qui a été appelé l'affaire Lola. Donc, au début du mois d'octobre, une jeune fille de 12 ans a été assassinée de manière très violente à Paris. Et la principale suspecte est une femme de nationalité algérienne et qui n'a pas de papier, de titre de séjour français. Et donc, du coup, par rapport, justement, ça fait écho à tout ce qu'on disait en introduction sur le populisme pénal. Et donc, ce serait de voir comment est-ce que cet événement a été récupéré par les politiques et quel impact ça pourrait avoir sur les futures personnes qui risquent une arrestation et finalement, comment ça va... quel impact cela pourrait avoir sur de futures incarcérations ? Il faut savoir qu'en détention, il y a à peu près 24% de détenus qui n'ont pas la nationalité française. Alors, je ne dis pas étrangers volontairement ou étrangères volontairement. Pourquoi ? Parce que dans ces chiffres-là, il y a pas mal d'Européens. Et donc, on a tendance, et souvent l'extrême droite, voire la droite dure, a tendance à tout mélanger. 24% de gens qui sont en prison, qui n'ont pas la nationalité française et qui risquent, parce qu'ils ont commis un délit ou un crime, généralement plus d'ailleurs un délit, avec cette affaire, puisqu'on a parlé effectivement d'une autrice d'un crime qui est présumée innocente, qui est en détention provisoire et donc qui n'avait à ce moment-là, selon les médias, n'avait pas de documents, n'avait pas de papier d'identité, en tout cas de carte de séjour française, était irrégulière sur le territoire. Je pense que cette situation-là va amener un certain nombre d'exilés ou de personnes détenues qui n'ont pas la nationalité française ou qui n'ont pas de carte de séjour valide, va amener finalement, je pense, l'État à expulser davantage que ce qu'il ne le fait des sortantes et des sortants de prison. Et ça va être assez dramatique à vivre parce que vous avez des gens, pour en visiter aussi, qui, par exemple, n'ont pas de papier français, qui viennent effectivement du Maghreb, mais qui, j'ai un exemple en tête d'un détenu qui vient de Tunisie, qui a fondé une famille en France avec une Française. Ils ont un enfant ensemble, mais il a un risque d'être expulsé parce que c'est un consommateur de drogue dure et qu'il avait sur lui au moment un certain nombre de grammes de doses qu'il ne devait pas avoir. Et donc ça devient un délit, donc la machine s'abat, etc. Et donc je pense que des gens qui ont fait des infractions qui sont relativisées, mais qui peuvent être comparés à mineurs par rapport à la situation que tu as évoquée, Milo. Et je pense qu'il va y avoir un gros problème, effectivement, vis-à-vis de ça. Et on revient à ce populisme pénal. Et le populisme pénal, c'est ça. C'est-à-dire utiliser finalement des faits très minimes, très extraordinaires, parce que des faits comme ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive même pas tous les ans. Je rappelle que sur les 550 condamnations pénales chaque année, donc crimes et délits,
moins de 1% des gens jugés sont jugés pour des crimes. Donc il faut relativiser tout ça. Et on retrouve en détention évidemment un peu plus de gens condamnés pour des crimes parce que les peines sont plus longues, mais 85% des gens qui sont en prison le sont pour un délit. Et sur ces 85% de gens qui sont pour un délit, 40% des gens le sont pour une peine jusqu'à 2 ans. Donc il faut relativiser tout ça, c'est important. Mais de vouloir faire du tout sécuritaire, du tout populisme pénal, parce que il y a eu un point nommé, à un moment donné, enfin un point nommé malheureux, pardon, mais un instant T, un crime odieux, parce qu'on va pas, voilà, évidemment c'est odieux, mais ça ne veut pas, il ne faut pas généraliser un objet, une situation qui est arrivée sur une généralité, une globalisation. Et sur l'abolition, parce qu'on parle souvent d'abolition, on en a parlé au début, et ça fait partie du populisme pénal. Je pense, je ne sais plus si c'est toi, Milo ou Anouk, qui a dit, voilà, les populismes pénals, c'est les violeurs en prison. Mais en fait, penser que la prison est nécessaire pour combattre le viol, en fait, finalement, cela revient à limiter la responsabilité à l'échelle individuelle. Et ça ne tient pas en compte la culture du viol, dont est empreinte finalement notre société. J'avais écrit un petit truc, et c'est vrai que c'était ça, c'est patriarcat, sursexualisation, exploitation du corps des femmes. Et d'ailleurs, rappelons que les viols ne sont que des exceptions et sont souvent commis par l'entourage. Sur les 89% de victimes de viol en 2021, 35% avaient été commis dans l'entourage proche. Donc c'est important de le dire. Et nier cette réalité sociétale, cette culture du viol fait que les viols sont rarement reconnus comme agressions sexuelles parce qu'on reste dans un mythe finalement du viol à 4h du matin sous sa peau. La réalité, c'est que l'entourage aussi, c'est cette idée même... il faut qu'on avance, pardon. Alors, bon, je voulais juste dire voilà, que si on maintient le système carcéral tel qu'il est et qu'on réprime les agressions sexuelles et les viols, ça aboutira finalement à l'enfermement d'une majorité de notre entourage. C'est comme ça, c'est dur, mais il faut savoir aussi prendre beaucoup de distance par rapport à ça. Eh ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions qui ont, pour certaines, dû être écourtées. C'est l'heure de conclure sur les questions anticarcérales. Et sans transition, on va passer à un tout autre sujet. Un peu de poésie pour terminer cette émission en ce mois d'octobre pour se préparer à Halloween. Notre camarade Laurine nous a préparé une chronique sur la poétesse lesbienne Renée Viven, et plus particulièrement sur les figures féminines monstrueuses. On écoute tout de suite quelques poèmes choisis. Salut. Pour cette émission d'Halloween, je vais vous parler d'une poétesse qui s'appelle Renée Vivien et qui était une poétesse lesbienne qui a vécu au tout début du XXe siècle. Le lesbianisme avait une place importante dans sa poésie. Elle était quand même surnommée Sappho 1900. Donc voilà, c'est un petit peu explicite, quoi. Ce qui est intéressant avec sa poésie, c'est que on voit son évolution politique dans le temps. Dans ses premiers recueils, Renée Vivien parle du deuil, de la mort de son amour de jeunesse qui s'appelait Violette. Et en fait, à mesure que le temps passe, sa poésie est de plus en plus contestataire, donc contre l'ordre patriarcal de son époque. D'habitude, voilà, à cette époque, la poésie, c'est souvent l'expression des sentiments du poète, etc. Mais chez Renée Vivien, elle montre surtout des figures collectives de femmes monstrueuses. Et donc ces monstres se mettent à menacer tout ensemble la société des hommes. Donc là, je vais vous lire 3 poèmes qui sont des poèmes collectifs et qui s'opposent de plus en plus violemment à la société patriarcale. Donc le premier s'appelle « Les noyés ». Voici l'heure de brume où flottent les noyés, comme des nénuphars aux pétales flétris. Leurs robes ont l'ampleur des voiles déployés, qui ne connaîtront plus la douceur des abris. D'étranges fleurs de mer étrangement parées, elles ont de longs bras de pieuvre et leur corps se meut selon le rythme indolent des marées. Les remous de la vague animent leurs yeux morts. Semblables aux algues d'ambre et d'or leur chevelure, fluide se répand en délicats réseaux, et leur âme est pareille aux conques où murmure l'harmonie indécise et mouvante des eaux. Elles aiment les nuits d'agonie et d'orage, dont la laine engloutit les vaisseaux et celui qui va mourir les voit au profond du naufrage, quand le dernier rayon de lune s'est enfui. Elles tendent leurs mains ardentes d'amoureuses, elles tendent leurs mains en un geste d'appel, et leurs lignes nuptiales aux profondeurs heureuses s'entr'ouvrent parfumées d'un clair parfum de sel. Elles aiment les nuits où persistent encore
L'ivresse et la langueur du jour, les nuits d'été, brûlantes de senteurs, d'astres et de phosphore, où le rêve s'enfuit vers l'âpre volupté. Où Psapha de Lesbos, leur pâle souveraine, chante l'Aphrodita qui corrompt les baisers et qui met le désir, la stupeur et la haine, l'Aphrodita qui vint des flots inapaisés, l'Aphrodita puissante aux colères divines, dont elle a pris jadis les solennels accents, l'insatiable amour des lèvres féminines, des seins nus et des corps vierges et frémissants. Donc voilà, on voit que c'est quand même assez explicitement lesbien. On a des sirènes qui font peur aux marins, qui noient les marins et qui le reste du temps célèbrent Aphrodite au fond de la mer. Le deuxième poème que je voulais vous lire, il montre un autre genre de monstres, donc les succubes qui sont aussi, comme les sirènes, des créatures féminines, tentatrices et meurtrières. Ce sont donc les succubes qui parlent et elles s'attaquent aux foyers patriarcaux. Quittons la léthargie heureuse des maisons, le carmin des rosiers et le parfum des pommes, et les vergers où meurt l'ondoiement des saisons, car nous ne sommes plus de la race des hommes. Nous irons sous les ifs où s'attarde la nuit, où le souffle des morts vole comme une flamme. Nous cueillerons les fleurs qui se fanent sans fruit, et les âcres printemps nous mordront jusqu'à l'âme. Viens, nous écouterons dans un silence amer, parmi les chuchotis du vêpre à l'aile brune, le rire de la lune est prise de la mer, le sanglot de la mer est prise de la lune. Tes cheveux livreront leurs éclairs bleus et roux, oral impérieux qui sourd de la tourmente, mais l'horreur d'être ne ploiera point nos genoux, dans nos yeux le regard des succubes fermente. Les hommes ne verront nos ombres sur leur seuil, qu'aux heures où mêlant l'ardeur de nos deux haines, nous serons les banshees qui présagent les deuils et les jettatori des naissances prochaines. Nos corps insexués s'uniront dans l'effort, des soupirs et les pleurs brûleront nos prunelles. Nous considérerons les splendeurs de la mort et la stérilité des choses éternelles. Ce que je trouve super intéressant dans ce poème, c'est que les succubes refusent complètement le rôle qui est assigné aux femmes, donc qui est celui d'assurer la reproduction, d'être féconde. Donc là, Renée Vivien elle retourne un peu le cliché lesbophobe de la stérilité, qui a été utilisé surtout par Baudelaire, par exemple, pour en faire quelque chose d'éternel et de noble. Donc en fait, il y a beaucoup dans sa poésie le retournement du stigmate lesbophobe. Le dernier poème, lui, il se sert de la mythologie chrétienne pour la retourner, puisque c'est une sorte d'invocation de démons. Donc ces démons, ils vont s'attaquer au fondement de la vie en société de l'époque. Donc d'abord la ville, ensuite la chasteté, ensuite la fécondation, donc la reproduction, et puis enfin, ils vont célébrer l'homosexualité masculine et féminine. Donc ce poème, il s'appelle 13. Ashtaroth, Belzébuth, Bélial et Moloch, fendent de la nuit d'hiver, massive comme un roc, de leurs ailes et de leurs souffles de fournaise, et sur les murs lépreux de Subura Moloch, de son pouce sanglant, trace le nombre 13. Ashtaroth, Belzébuth, Bélial et Moloch ont tracé sur les murs lépreux le nombre 13. Ashtaroth, Bélial, Moloch et Belzébuth, protecteurs souriants des hyènes en rut, vendent aux chérubim la majesté du spasme, ainsi qu'un alchimiste anxieux, Belzébuth, mélange savamment le parfum au miasme. Ashtaroth, Bélial, Moloch et Belzébuth hument comme un parfum délicat le miasme. Ashtaroth, Belzébuth, Moloch et Bélial versent le vin fumeux du festin nuptial. Ils ont paré le front de l'épouse niaise. Archange ennemi des naissances, Bélial, sur les ventres féconds, trace le nombre 13. Ashtaroth, Belzébuth, Moloch et Bélial, sur les ventres gonflés, trace le nombre 13. Car Bélial, Moloch, Belzébuth, Ashtaroth font surgir sous les yeux scandalisés de Lot les marbres de Sodome et les fleurs de Gomorre, et Marion lamente à la Vierge Astaroth, ressuscite les nuits qui font haïr l'aurore. Car Bélial, Moloch, Belzébuth, Ashtaroth
font triompher Sodome et claironner Gomorrhe. Voilà, donc je vous quitte sur le triomphe de Sodome et Gomorrhe. Joyeux Halloween. Façon de terminer cette émission. On s'en va tous et toutes ensemble célébrer le triomphe de Sodome et Gomorrhe. Par ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les questions anticarcérales, on a 2-3 conseils à vous donner. Des comptes Twitter à suivre, celui de la sociologue Gwenola Ricordo, celui de l'Observatoire international des prisons, le compte Syndicat des détenus de France, le compte Prison Insider. Et puis par ailleurs, vous pouvez aussi lire des livres, entre autres Gwenola Ricordo, elle encore, ou Angela Davis. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Mode d'emploi. C'était Anouk pour les féministes révolutionnaires avec Milo. Merci à notre invité, Cory. Merci Anouk et merci Milo et merci à tous tes camarades. Merci aussi à notre camarade Laurine pour la chronique que vous venez d'entendre, ainsi qu'à Lisa, Camille et Juliette à la technique. Lisa qui a beaucoup aidé, une autre Lisa qui a beaucoup aidé à la préparation de ces chroniques. Tout à fait. Et on se quitte avec Dans mes rêves de Pomme. À bientôt sur Radio Fréquence Plurielle. J'ai voulu te ressembler, puis